Bonjour, je m'appelle Alejandra Barrio García. Je suis maître de conférences en linguistique hispanique à l'Université des Antilles sur le pôle Martinique depuis 2018. Ici, j'enseigne la linguistique, la grammaire, des cours de traduction. Voilà. Le titre de ma thèse est L'expression de la modalité épistémique en espagnol, étude diachronique des modalisateurs des doutes. Je l'ai soutenu en 2017, le 25 septembre 2017, à l'Université Paris-Nanterre. Et mes directeurs de thèse étaient deux personnes, donc deux professeurs. Il y avait M. Bernard Dargor de l'Université Paris-Nanterre et M. Javier Elvira de la Universidad Autónoma de Madrid. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si cette thèse, c'est l'aboutissement d'un parcours tout ce qu'il y a de conventionnel en France, c'est-à-dire avec une licence, un Master 1, un Master 2, ou alors est-ce que vous avez un parcours plus singulier? Alors, c'est un parcours, on va dire, traditionnel, parce que j'ai fait bien une licence, j'ai fait bien un master et ensuite le doctorat. Ce qui peut être peut-être un peu plus original, c'est juste parce que, bon, par le fait que je suis espagnole, j'avais fait mes études, j'ai commencé en Espagne. Donc, j'ai commencé à la Complutense. Bon, j'ai fait ma licenciatura de Filología Hispánica à la Complutense. Et je suis partie en quatrième année faire une année Erasmus à la Sorbonne. Et donc, bon, il y a eu donc déjà cette première arrivée, cette première connaissance avec l'université française. Et ensuite, quand j'ai fini la licence, j'ai voulu continuer mes études en France. Et je suis allée à Paris 3 faire un master recherche en études hispaniques. Donc, déjà, j'avais travaillé en linguistique avec le professeur Gilles Luquet. Et quand j'ai fini, je ne savais pas vraiment si je voulais faire un doctorat. Bon, ce n'était pas très clair pour moi. Et j'ai obtenu un poste de lectrice à Paris-Nanterre. Et c'est alors que j'ai rencontré M. Bernard Darbor et d'autres collègues comme Alexandra Odo ou César García de Lucas. Et en discutant avec eux, j'ai réfléchi et j'ai pensé que ce serait bien de faire un doctorat et surtout que j'avais l'opportunité de travailler avec Bernard Darbor. Alors, dites-moi, Là, c'est comme ça. d'où vous vient cette passion pour la linguistique? Alors, la passion pour la linguistique, bon, je pense que j'avais toujours été intéressée par la langue. Je me posais toujours beaucoup de questions sur l'emploi des expressions, des termes, de tout. Mais c'est surtout quand j'étais en licence et que j'ai eu des cours, surtout de, je dirais, d'histoire de la langue, que je me suis vraiment, vraiment intéressée. Parce que, bon, à l'époque, quand j'étais en licence, j'aimais beaucoup la littérature aussi. Enfin, pour moi, c'était pas très clair. Si jamais je devais faire une thèse, quand j'étais encore en licence, je ne savais pas sur quoi elle porterait. Mais une fois que j'ai fini la licence, c'était assez clair pour moi que c'était vraiment plus la langue et la linguistique. Et je pense que c'est parce que j'ai eu des très bons profs qui m'ont vraiment transmis un peu la passion de la langue. Bon, alors pourquoi ce sujet-là en particulier? Alors, pourquoi ce sujet? Bon, d'abord, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à des phénomènes, on va dire, des changements, à des processus de changement linguistique qui peuvent paraître, on va dire, curieux, intéressants. Enfin, c'est-à-dire pourquoi on a une expression aujourd'hui qui a un fonctionnement, par exemple dans ce cas précis, donc un adverbe des doutes, dont le signifiant n'a apparemment aucun rapport avec ce qu'il exprime aujourd'hui. C'est-à-dire pourquoi une expression, une locution comme a lo mejor, dans a lo mejor, il n'y a rien qui indique le doute, enfin, la notion de doute. Donc pourquoi ces expressions-là, pourquoi cet ensemble a lo mejor est devenu un mot, un terme qui exprime ce type de notion. Et donc comme ça, il y en a plein, il y en a énormément qui proviennent des éléments lexicaux, mais qui acquièrent un fonctionnement en grammaire. Et donc, je commençais à m'intéresser d'abord à ce type de processus. J'avais déjà travaillé un peu sur ça en master avec M. Gilles Luquet, parce que j'avais un peu tracé l'histoire, l'évolution des por cierto en tant que digresseur, en tant qu'un marqueur qui introduit des digressions dans le discours. Ah, por cierto, d'ailleurs, n'oubliez pas. Et donc, c'est un peu à partir de là que je commençais vraiment à étudier ce type de phénomène qu'on appelle les grammaticalisations. Mais il y a un autre côté qui est plus un rapport avec la modalité, avec comment on présente les choses, avec quel degré d'adhésion, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut dire sur, oui, sur l'adhésion du locuteur par rapport à son message, par rapport à ce qu'il dit? Est-ce qu'il le présente comme quelque chose dont il est complètement d'accord, dont il connaît la certitude, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il présente comme, bon, un peu entre les deux, je ne suis pas sûre, mais je présente cette information, elle est là, à vous de voir si vous y adhérez aussi ou pas. Et tout ça, c'est vraiment l'étude des modalités. Donc, en fait, c'est en ralliant ces deux champs, donc les études sur la grammaticalisation et la modalité, que j'ai trouvé mon sujet. Et alors, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose ou qui n'a que de vagues souvenirs de sa prépa linguistique pour l'agrégation, comment vous expliqueriez ce que vous avez voulu démontrer dans cette thèse? Oui, alors, j'ai un peu l'habitude, on va dire, de faire ce type d'explication parce que forcément, il n'y a pas tellement de spécialistes en linguistique. Donc, quand on me demande sur quoi j'ai travaillé des longues années, il faut trouver les mots un peu, on va dire, plus courants. Et oui, donc, en fait, ce que j'ai voulu faire dans ma thèse, c'était vraiment, bon, j'ai pris, on va dire, la liste la plus conventionnelle des expressions qui expriment le doute en espagnol. Donc, ce sont les adverbes qui traduisent un peu peut-être hein, en français. Donc, j'en ai pris depuis les plus anciens. Donc, on avait por ventura ou por aventura, il y avait acaso, après de plus connus comme quizá ou quizás, tal vez, a lo mejor, igual et lo mismo. Ce sont les plus récents. Et donc, ça part, on va dire, du XIIe siècle où on a déjà quizás jusqu'au XXe où apparaissent igual et lo mismo. Et donc, l'idée, c'était un peu de voir d'où venaient ces expressions, enfin, d'où viennent les adverbes de doute, parce qu'on peut trouver des voies, des changements sémantiques, c'est-à-dire on peut trouver des voies d'une notion vers le doute, et on peut les regrouper. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement aléatoire, il y a des sources dont on peut puiser pour créer des adverbes de doute. Et donc, les voies qu'on trouve, c'est le hasard, qui exprime au début por ventura y acaso. Il y a des notions qui sont plus déjà en rapport avec des idées de la modalité, comme le savoir et le pouvoir, qui sont quizás et puede que. J'avais oublié puede que tout à l'heure. Et on a aussi des notions temporelles, qui expriment au départ tal vez et a lo mejor. Et enfin, la comparaison. Des igual et lo mismo, on peut passer aussi à l'expression du doute, des hypothèses. Donc, on a toutes ces sources, on va dire, des notions qui peuvent entraîner des effets d'essence de doute si on emploie le terme dans des contextes précis. Ensuite, bon, ce que j'ai voulu aussi étudier, une fois qu'on avait ça, une fois qu'on avait tracé le parcours de chaque adverbe, l'idée, c'était de voir comment tout cet ensemble, comment tous ces paradigmes qui est assez grand pour juste l'expression de ce que peut dire peut-être, comment ils s'organisent. C'est-à-dire pourquoi on a autant d'éléments pour exprimer une même notion et voilà, comment ils se répartissent un peu les emplois selon quel facteur. Donc on peut trouver par exemple le registre. Hein, selon le registre, on dirait aujourd'hui qu'igual et lo mismo sont plus informels que peut-être quizás. Ou, bon, il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser l'emploi d'un marqueur, enfin d'un adverbe plutôt que d'un autre. Parce que donc, effectivement, enfin, moi, je réfléchis peu sur la langue, enfin, en tout cas depuis cette perspective-là. Il y a donc plus de façons d'exprimer le doute en espagnol qu'en français? Peut-être pas plus de façons, enfin, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne ce type d'adverbe, ce type d'élocution adverbiale, parce qu'il y a des adverbes, il y a des locutions, c'est vrai que l'espagnol est particulièrement riche. Donc, chaque langue va utiliser des ressources. On ne va pas dire que c'est parce qu'on exprime plus le doute en espagnol qu'en français ou parce qu'il y a moins d'éléments ou moins de ressources, mais ça va être avec des ressources différentes. Et c'est vrai que le français, il a des adverbes aussi, comme peut-être. Il y a aussi un qui est très curieux, qui est sans doute. Moi, il m'a paru toujours très curieux parce que justement, en espagnol, si on dit sin duda, ça ne laisse aucun doute. Et donc, oui, ce serait intéressant aussi de voir comment en français, cette locution sans doute est arrivée à exprimer le contraire de ce qu'il dit. Absolument. Ça, moi, je remarque en version qu'au moins une fois par an, je dois dire attention, le sin duda n'est pas le sans doute français.
ajouter éventuellement sans nul doute pour rendre à peu près le Oui, même. Mais c'est tout à fait amusant cette histoire de sans doute et sin duda. tout à fait, oui. Et Mhm. alors, j'ai une curiosité, comment on constitue un corpus de, vous avez parlé de sources tout à l'heure, comment on constitue un corpus quand on travaille en linguistique? Pour moi, alors j'ai dit un mystère, disons que je fais la naïve exprès, hein. Mais là, en l'occurrence, sur le doute, alors comment vous faites? Vous ouvrez des livres et vous cherchez des sin duda, des quizás, des a lo mejor, ou comment on travaille? Racontez-moi un peu. Alors, ce qui est drôle, c'est que au tout début, j'avais commencé un peu comme ça. Je regardais vraiment, j'ouvrais des livres. Et en plus, comme j'étais avec Monsieur Darbour, j'ouvrais des livres très, très anciens. Et je commençais à voir, quand c'était pas encore très défini, que ça allait être vraiment le doute, je commençais à lire, je sais pas, je lisais le Conte de Lucano, je prenais tous les ouvrages qui tombaient sur mes mains et j'ai regardé quelles étaient les expressions modales, mais vraiment toutes les expressions modales. J'avais fait tout un répertoire pour après, et c'est là où on arrive au corpus aller les chercher sur les corpus qu'on a aujourd'hui informatisés de la Real Academia Española. Et donc, on peut travailler sur Corde et CREA. Donc, Corde, c'est le corpus diachronique et CREA, c'est le corpus, on va dire, de l'espagnol actuel, plus récent. Et on peut très bien cibler les éléments qui nous intéressent pour les chercher et pour déterminer les périodes et même les zones géographiques qui nous intéressent. Et moi, j'avais travaillé comme ça. Mais après, il y a beaucoup de difficultés. Et il faut quand même. Enfin, je ne pourrais pas dire que mon corpus, c'est vraiment tout cordé parce que c'est impossible d'étudier tout ce qu'il y a dans le cordé. Donc, il faut faire des choix. Et par exemple, un choix que j'avais fait, c'était un peu aléatoire en quelque sorte, enfin, un peu arbitraire parce que j'avais pris quelques années au début de chaque siècle et quelques années à la fin de chaque siècle pour avoir un peu une image ou un état des langues du moment qui m'intéressait, mais je ne pouvais pas étudier toutes les occurrences et qui ça au XVIe siècle. Enfin, c'était juste impossible. Il y en a tellement et il m'aurait fallu une équipe de chercheurs derrière moi pour faire tout ce travail. Donc, il faut réduire un peu le corpus. Et donc, c'est juste une curiosité linguistique, c'est pas parce que vous essayez de résoudre un problème métaphysique, ontologique autour de le doute dans votre vie. J'imagine que c'est purement grammatical. Oui, c'est vraiment purement grammatical. Oui, 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 oui. Oui, c'est vraiment sur l'expression du doute, de l'hypothèse, mais ça aurait pu l'être sur l'expression de la certitude, par exemple. Oui, oui, Ce sera pour une prochaine thèse, peut-être. tout à fait. Alors, en dehors de Bernard Darboux, j'imagine qui est vraiment tout à fait délicieux, que ça doit être formidable de l'avoir comme directeur de thèse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important dans l'élaboration de cette thèse, dans la rédaction de cette thèse dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, il y a bien sûr Bernard Darbord qui a été le premier à m'encourager à faire cette thèse et qui a été là tout le long de mon parcours et surtout qui a été très, très, très présent parce qu'il a pris sa retraite entre-temps et il s'est consacré vraiment, mais d'une façon incroyable à mon travail. Il était toujours là, il répondait. Moi, j'étais étonnée de sa rapidité dans les réponses, enfin, tout le temps pressant. Mais j'ai eu aussi la chance de travailler avec un autre directeur de thèse, qui est Javier Elvira de l'Autónoma de Madrid, et que je ne connaissais pas avant parce que comme je venais de la Complutense, donc je l'ai connu aussi vraiment que pour le doctorat. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Ils étaient tous les deux, on va dire un peu, c'était un travail complémentaire qu'il faisait. Parce que le champ des recherches de Javier Elvira, c'est plus sur ce type de phénomène des changements qui m'intéressait. Et Bernard Darbord, il pouvait m'aider plus sur cette question de la modalité et l'étude des textes, etc. Et aussi, bon, après, c'est sûr qu'il y a eu d'autres personnes. Donc, je ne pourrais pas en citer une, je pense, particulièrement. Parce que, un peu par mon parcours où j'ai beaucoup, beaucoup changé des lieux pendant la réalisation de ma thèse, c'est comme si les personnes qui étaient importantes ont un peu changé pendant les différentes périodes de la thèse. Et donc, bon, il y a eu des personnes qui ont toujours été là. Donc, il y a eu mes parents et mon copain qui était un doctorat aussi et qui a soutenu avant moi. Donc, il m'a aidé aussi avec, bon, avec tous les conseils, etc. Et il y avait les amis. Donc, d'un côté, il y avait deux très bonnes copines de la Complutense avec qui on est toujours amis et qui sont, elles ne sont pas dans la linguistique, mais elles sont dans l'édition.
Donc, on se pose beaucoup de questions toujours par rapport à la langue et on réfléchit ensemble. Et oui, enfin, on a vraiment beaucoup d'échanges linguistiques entre nous. Et après, il y avait les copines des Paris 3, avec qui aussi on discutait beaucoup parce que c'était en thèse. Et même si ce n'était pas des domaines proches, mais on échangeait sur des choses plus générales d'une thèse. Quand on est en thèse, on a besoin de parler avec les autres. Et voilà. Donc oui, il y a eu plusieurs personnes selon les moments. Alors, vous avez commencé à le dire, quand on est en thèse, on a besoin de parler avec d'autres gens. Donc, vous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles sont les éventuelles solutions que vous avez trouvées pour les résoudre? Oui, bon, alors les difficultés, pour moi, la plus grande difficulté, ça a été un moment de concilier vraiment la recherche, la thèse et le travail. Parce que quand j'étais en thèse, bon, ça aussi, ce n'est pas très, très orthodoxe comme parcours. Je pense que d'habitude, les gens, ils font les concours des recrutements du secondaire avant ou après la thèse. Et moi, je l'ai fait un peu au milieu. Et donc, j'ai dû passer mon année de stage pendant que j'ai continué ma thèse. Et j'ai déménagé parce que j'ai fait mon stage en Lorraine, dans une petite ville qui s'appelle Lunéville. Et donc, il y a eu ce changement déjà. Bon, j'ai habité à Strasbourg, j'ai travaillé à Lunéville, c'était loin. Donc, beaucoup d'heures de train. J'essayé de faire beaucoup, beaucoup de travail, d'avancer beaucoup dans les trains. Et après, j'arrivais à la maison et je me consacrais à la thèse. Mais bon, c'était vraiment difficile, cette gestion du temps. Et aussi, ce que j'ai trouvé un peu difficile, oui, c'est le fait d'avoir, on va dire, tellement changé d'endroit pour réaliser ma thèse que du coup, j'étais pas vraiment enracinée quelque part où j'aurais eu un soutien, enfin quelque chose de plus stable. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi le fait de ne pas avoir eu un financement de thèse. Bon, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un financement. Et dans mon cas, comme je ne l'avais pas, ben, je devais justement travailler en même temps. Au début, j'étais lectrice, après stagiaire dans le secondaire. Bon, donc il y a eu plusieurs soucis, on va dire plus de logistique ou de toute la logistique qui entoure la thèse. Mais bon, enfin, on peut faire avec. La preuve, j'ai quand même réussi, tout s'est bien passé. Et aussi, qu'est-ce que je dirais? Bon, après, c'est sûr qu'il y a des difficultés de tout un autre ordre, non plus méthodologiques, mais j'ai eu beaucoup de chance avec mes deux directeurs parce que oui, j'ai pu échanger avec eux j'en ai eu besoin. Et aussi, parfois, le fait d'aller au colloque et aux journées d'études et de rencontrer d'autres gens, et surtout des gens sur qui j'avais lu les travaux, et pouvoir échanger avec eux quand j'avais un doute, ça, c'était génial. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a permis un peu de surmonter des obstacles un peu théoriques, des questions qu'on se pose. Et après, on discute avec quelqu'un qui nous présente ça très simplement, et ça, c'est une façon aussi de surmonter ces difficultés. Alors venons-en maintenant, si vous voulez bien, à la soutenance. Et est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Oui. Alors, bon, il y avait bien sûr mes deux directeurs, donc M. Bernard Darbord et M. Javier Elvira, de l'Autónoma. La présidente du jury, qui était Madame Alexandra Odo, donc aussi de Paris-Nanterre, et que vous connaissez bien. Après, il y avait les deux rapporteurs, donc Madame Corinne Mancé-Caster de Paris-Sorbonne, et qui venait de l'Université des Antilles, mais que je n'ai pas pu rencontrer avant, on n'a pas coïncidé, donc on s'est vraiment rencontrés à ma soutenance. Ensuite, il y avait aussi l'autre rapporteur qui était monsieur José Vicente Lozano de l'Université de Rouen. Et finalement, il y avait un autre professeur de l'Université Autónoma qui est José Portoles, qui est aussi un spécialiste des marqueurs du discours. Et voilà, on était assez nombreux. Oui, vous aviez un sacré jury en plus avec des gens sacré niveau. Chacun, c'était un obstacle à passer. C'est bien, parce que du coup, vous avez j'imagine, des bons dialogues avec eux. C'est la question Oui. suivante. J'allais vous dire quel souvenir vous gardez de votre soutenance? Mhm. Alors, en fait, j'étais en train de me dire, pour la soutenance, j'ai un bon souvenir du déroulement de la soutenance en soi. Bon, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, donc j'étais vraiment très stressée. Je pense dès que je me suis réveillée ce matin,
je ne pensais qu'à ça. Enfin, c'était vraiment, et je pense que j'ai presque pas de souvenir de ce qui s'est passé avant la soutenance, parce que ma tête était ailleurs. Donc, j'étais en train de penser et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, le matin? Oui, je me souviens d'avoir pris le petit-déj en famille parce que comme j'étais déjà en Martinique, j'étais venue à Paris pour la soutenance et il y avait eu mon mère et ma tante et mon oncle qui étaient venus un peu me soutenir. On avait loué un appartement à Paris, on était tous ensemble. Donc, j'étais très bien entourée, mais c'est comme si ma tête n'était pas là. Et donc, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qu'on a fait pendant la matinée parce que la soutenance, c'était dans l'après-midi, c'était à 14 heures. Et donc, une fois arrivée à la soutenance, je me rappelle d'avoir commencé à lire ma partie un peu d'introduction, la présentation qu'on fait au tout début. Et c'est à ce moment-là que les nerfs ont commencé à partir. Et donc, je me suis un peu relâchée, j'étais plus calme. Et ensuite, surtout une fois que le dialogue a commencé, c'est là où je me suis bien sentie. Je me suis dit, c'est bon, enfin, je me sentais prête. Et surtout parce que je pense que d'abord que tout le monde était très bienveillant, qu'il savait très bien lu ma thèse. Je voyais que les questions étaient, enfin, en même temps, comment dire, et c'était pertinente et en même temps, c'était des questions auxquelles je pouvais bien répondre. Enfin, il n'y avait pas, il n'y avait pas de raison d'avoir peur à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'au final, j'ai gardé un très bon souvenir et, euh, et que tout s'est bien passé, en fait. Donc, c'était un moment, vraiment, quand ça finit, d'être calme, d'être bien avec moi-même et d'être très satisfaite. Bon, et dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse? Bon, je pense que oui, dans une grande mesure aussi, toujours influencée par cette thèse, parce que, bon, d'un côté, pour des raisons qui, je pense, sont un peu applicables à toutes les thèses, c'est qu'on découvre un peu sa capacité de travail, on se rend compte bon, qu'on peut faire beaucoup d'efforts, qu'on peut produire des choses intéressantes et que c'est un travail qui n'est pas en vain, enfin qu'on fait ça, mais qu'on est récompensé après. Enfin, c'est-à-dire que après on voit les fruits de son travail. Donc j'ai appris que un peu comme oui que les sacrifices ont après leur récompense et donc que ça vaut le coup de faire ce type d'effort pour soi et pour les autres. Et aussi, bon, en ce qui concerne plus la partie disciplinaire, je continue de m'intéresser un peu au même type de phénomènes. Donc, ce sont des choses qui, je pense que, oui, qui vont un peu me marquer, qui vont marquer ma recherche de l'après-thèse, parce que ça t'ouvre des champs de recherche, ça te donne envie de continuer à explorer des choses qui sont en lien avec ce qu'on a déjà fait. Mais en même temps, on va découvrir des secteurs annexes, de domaines qui sont proches. Et donc, oui, c'est tout le travail que j'ai fait continue d'influencer ma recherche aujourd'hui. Enfin, oui, je pourrais peut-être oui, penser à... Pour donner un exemple un peu plus précis, j'avais travaillé sur ce qu'on appelle la variation diachronique, parce qu'au final, j'avais étudié des éléments qui ont évolué et ce qui m'intéressait, c'était leur trajectoire dans le temps. Mais c'était vraiment ce qui m'avait intéressé ou la façon dont j'avais délimité le champ, c'était l'espagnol d'Espagne. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de m'ouvrir à d'autres variétés, aux variétés diatopiques. Donc, on peut étudier, on peut voir qu'il y a des adverbes ou des locutions qu'on emploie dans certains endroits, qu'on emploie dans des pays de l'Amérique latine et qu'on n'emploie pas en espagnol. Donc, il y a des changements qui se sont produits dans d'autres variétés, que ce soit d'un point de vue diatopique, mais aussi parfois d'un point de vue diastratique. Et ça, c'est très intéressant parce que on voit comment la langue, on va dire, plus informelle, elle avance beaucoup plus vite. Et il y a des changements qui se produisent et qu'on entend beaucoup à l'oral, mais qu'on ne verra jamais par écrit, ou qu'on le verra peut-être, mais dans bien des années plus tard. Donc, on peut continuer d'étudier, d'explorer ces divers types des variations. Et alors, en tant qu'enseignante, vous enseignez la grammaire. Est-ce que parfois vous parlez de votre thèse? Est-ce que, je veux dire, d'un point de vue plus scientifique, ou est-ce que vraiment vous avez déjà tellement de problèmes à mettre la grammaire en place que c'est inabordable, qu'il y a donc une scission entre votre enseignement et votre recherche?
Alors, ce que je fais, bon, je n'arrive pas à en première année. Voilà, je fais une thèse sur les saveurs de modalité. Mais quand il y a l'occasion, j'en parle un peu. Par exemple, quand il y a des choses, surtout un thème, oui, quand on traduit des textes, et qu'il y a des choses comme le sans doute ou d'autres expressions, ou aussi souvent aussi par rapport peut-être au choix modal, parce que il y a des adverbes de doute qui acceptent aussi bien l'indicatif que le subjonctif. Il y en a d'autres qui exigent le subjonctif, d'autres qui exigent l'indicatif. Et donc, quand il y a ce type de questions, oui, j'en parle un peu. Je ne peux pas m'en empêcher et je leur explique. Et en plus, ça les intéresse parce qu'on voit comment ils se disent, ah oui, mais on peut faire une thèse sur ça. Et ils me posent des questions aussi. Donc, oui, c'est intéressant d'en échanger un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, oui. Mm. Bon, alors, est-ce que vous avez relu votre thèse? Oui, alors, je l'ai relu parce que comme on m'a proposé à la fin de la soutenance, enfin à la fin de, oui, de toute l'élaboration de la publier justement aux presses universitaires des Nanterre, j'ai dû la relire et j'ai dû faire tout un travail on va dire, de reconfection de la thèse. J'ai dû pratiquement la refaire parce que on ne pouvait pas la publier en l'état. Il fallait vraiment euh, la réduire de presque, je pense que c'était un tiers de la thèse dont j'ai dû me passer. Donc oui, c'était tout un travail une fois la thèse finie pour la publier. Et oui, j'ai dû la relire. Mhm. Et bon, alors, j'imagine, enfin, vu que vous avez soutenu il n'y a pas longtemps la relecture, il n'y a pas eu trop de temps entre la soutenance et la relecture, mais est-ce que vous aviez déjà un regard un peu décalé par rapport à ce que vous avez écrit? Alors décalé, c'est pas nécessairement de la critique, mais un peu de, disons, de distance par rapport à la chercheuse que vous étiez à l'époque, 6 mois avant, Euh, 8 mois avant. oui. C'est vrai que comme oui, j'ai fait ça un peu dans la foulée parce que c'était vraiment tout de suite après que j'ai dû m'y mettre. C'était très difficile. C'était vraiment, je n'avais plus envie d'être. Bon, on vient de finir ce travail, on s'est dit c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Et après, c'est non, c'est encore les mêmes pages et j'avais une impression de tout connaître tellement par cœur et de me dire je peux lire des pages et penser à autre chose parce que comme je sais pas, on peut très facilement déconnecter parce qu'on connaît très bien ce qu'on est en train de lire. Donc c'était un travail difficile. Et mais ça c'était donc j'ai soutenu en 2017, j'ai fait tout ce travail pendant 2017-2018 et quand il y a eu cet écoulement de temps, c'est vraiment entre ce moment-là où j'ai rendu le manuscrit pour sa publication et la publication qui s'est faite il y a juste quelques mois. C'est très récent. Et là, quand j'ai eu l'ouvrage, quand j'ai pris le livre dans mes mains et j'ai commencé à lire, j'étais contente. Je me suis dit, ah, c'était pas mal. Alors qu'à l'époque, j'en avais marre et je ne voulais plus lire cette thèse. Et aujourd'hui, quand j'ai pris le livre, je me suis dit, ah, mais c'est pas si mal finalement. Enfin, je porte un regard qui est toujours assez, on va dire, bon, satisfait de mon travail, mais après, c'est sûr que je ne sais pas, quand j'y reviendrai dans 200, je verrai peut-être déjà un décalage où je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai dit ici? Voilà. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire rendez-vous dans 10 ans et puis je vous reposerai la même question pour savoir si ça passe toujours le cap du temps. Sinon, Mm. quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Alors, les conseils que je donnerais à des jeunes doctorants, bon, je pense, il y a des conseils pour le moment, avant de commencer la thèse, avant de se lancer dans ce projet, je dirais qu'il faut très bien choisir son directeur ou ses directeurs, parce que moi, je me sens très, très, très contente du choix que j'ai fait et du fait qu'il s'est accepté et d'avoir pu travailler avec ces deux grands professeurs qui m'ont énormément accompagnée. Mais je discute avec des amis qui n'ont pas eu cette chance et je vois comment on peut beaucoup souffrir par le choix du directeur. Donc, un peu essayer de connaître le directeur avant de se lancer dans ce projet, d'échanger avec lui, d'avoir des retours de ses doctorants, de voir comment il travaille avec lui. Euh,
j'avais pu échanger avec César García de Lucas qui avait travaillé avec Bernard Arbor. Et donc, ça m'avait beaucoup encouragé à travailler avec lui. Donc, on peut parler avec les autres doctorants. Euh, il faut aussi, je pense qu'il faut aussi penser à comment on va un peu mener ces projets. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un financement ou est-ce qu'on a un travail qui va nous permettre de l'affronter parce que c'est beaucoup de temps qu'on doit y consacrer. Euh, il y a les voyages, il y a beaucoup de dépenses, il y a des choses auxquelles on ne pense peut-être pas au début et c'est très important. Donc, si on est enseignant à temps plein dans le second degré, c'est difficile. Donc, il faut le savoir. Je pense qu'il faut être conscient des difficultés qu'on va retrouver après. Et, euh, et enfin, il y a quelque chose aussi que je donnerais comme conseil, parce que ça, c'est, je pense, une des choses que moi, je regrette, c'est de ne pas savoir eu tellement d'échanges ou d'intégration dans un groupe de doctorants, mais un groupe, on va dire, formel, c'est-à-dire une association. Parce qu'à un moment, je m'étais inscrite dans une association, mais comme j'étais loin, c'était une association en Espagne, je ne pouvais pas participer à tous les événements. Et je pense que c'est très bien d'avoir ce contact avec des gens qui sont vraiment à peu près dans le même domaine ou dans des domaines proches et qui se soutiennent mutuellement et qui se voient régulièrement. C'est un peu pour ne pas sentir cette solitude qu'on ressent beaucoup et un peu pour éviter ça et pour éviter un peu de se dire que ce qu'on fait ne sert à rien, enfin, ce type de choses qu'on se dit. Et voilà, pour s'encourager mutuellement. Donc, je conseillerais d'être en contact avec des jeunes doctorants qui travaillent à peu près dans le même domaine. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de la thèse, alors là, dans sa version thèse et pas dans sa version publiée, et nous en faire Mhm. un commentaire? Oui, je vais l'ouvrir version digitale parce que forcément, je n'ai pas ma thèse avec moi. Alors, bon, la première phrase est vraiment très, très, très courte. Je la lis. Donc, dans ce travail, nous nous interrogeons sur la façon dont une série d'adverbes et d'élocutions adverbiales de doute ont acquis ce fonctionnement. Voilà. Point. Lisez-nous les 2 ou 3 d'après, alors pour qu'on soit dans un petit truc logique. Les adverbes de doute que l'on emploie actuellement en espagnol nous permettent de supposer, tout au moins pour certains d'entre eux, qu'ils sont exercés des emplois antérieurs. C'est le cas par exemple de a lo mejor. Pourquoi, ou plutôt comment, ce syntagme prépositionnel qui contient l'adjectif mejor est-il parvenu à exprimer le doute? Existe-t-il un rapport entre l'idée exprimée par mejor, qui implique un jugement de valeur, et le fait d'exprimer ses doutes, ses hypothèses ou une possibilité? Et entre le mot vez, que l'on retrouve dans tal vez, et la notion de doute? En vertu de quel type de changement ces expressions ont-elles acquis la possibilité d'exprimer la modalité épistémique? Bon, et alors rétrospectivement, quel commentaire vous faites sur ce démarrage? Alors, le démarrage me paraît très, comment dire, très expéditif. C'est très, on va travailler sur ça, sur ça. Enfin, oui, je ne sais pas si ça fait partie de mon style, mais je me dis aujourd'hui que j'aurais pu essayer de rendre la chose un peu plus attirante pour peut-être pour les non-initiés. Je ne sais pas, mais oui, voilà. Aujourd'hui, on sait comme ça. Ça Et, reste pour la postérité. et vos recherches actuelles, elles portent sur quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous agite en ce moment alors? Alors, ce qui m'anime en ce moment, euh, donc c'est toujours un peu en rapport avec la modalité, mais là, je suis plus partie dans l'expression de la certitude d'une façon assez déterminée, et, mais aussi d'un point de vue comparatif. Avec le français, je suis en train d'étudier maintenant deux marqueurs. Bon, je peux en parler brièvement. En français, le je te jure, et en espagnol, te lo juro. Donc, il s'agit un peu de voir comment ces deux syntagmes, donc, qui proviennent de l'expression d'un serment, sont devenus un peu banals dans le sens où on les emploie quotidiennement pour, euh, pour donner une affirmation de façon assez, assez forte. Et, euh, et donc, je suis en train de voir un peu
comment ils s'évoluent dans chaque langue et pourquoi. Parce que d'un point de vue du signifiant, de la forme de ces éléments qui se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas tout à fait semblables. Donc, le te lo juro contient le COD, alors que le je te jure, non, il l'a perdu. Donc, il s'agit de voir un peu pourquoi il y a ces changements dans la forme qui ont des répercussions dans l'essence et dans l'emploi. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, un peu surtout, je pense, le fait aussi de comparer. La comparaison, c'est peut-être quelque chose qui m'a transmis l'un de mes directeurs, Bernard Darbour. C'est Donc, exactement ce toujours que un je peu pensais. C'est exactement ce que je pensais quand vous avez dit ça, la comparaison. Je me suis dit, ça, c'est un héritage de Bernard Darbour. oui. Mhm. Eh ben, Tout à merci fait. beaucoup, Alejandra, pour cet entretien et puis bah, bonne continuation pour la certitude. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.